Merci. Voilà, donc je vais essayer de ne pas vous embêter pendant l'heure qui vient. Donc si à un moment donné vous voyez que je bafouille de trop, ben, vous faites des signes du style, bon Philippe, tu brasses du vent, on passe à autre chose. Euh, voilà un petit peu ce qu'il y a au menu. L'idée un peu, c'est peut-être aussi de se dire d'abord, tiens, le mot durabilité est un mot à la mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les témoins qui ont parlé juste avant la pause en ont déjà un peu parlé, mais ce serait peut-être intéressant de se dire, tiens, oui, mais de quoi parle-t-on quand on prononce des mots comme durabilité? Quels sont les enjeux autour de ça? Et ensuite, l'idée, c'était de voir un petit peu explorer ce qu'on appelle les modèles économiques de demain, qui existent déjà aujourd'hui de manière sporadique et homéopathique chez certains acteurs industriels et économiques, mais qui sont probablement des sources d'opportunités et pas uniquement de contraintes pour les acteurs économiques et ceux qui les soutiennent dans leur développement. Ensuite, qui dit modèle économique, qui dit aussi transformation des organisations en interne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'est pas le moins important, bah, tout ça, ça ne tourne qu'avec des êtres humains. Et donc, ça va aussi nécessiter, au cœur de cette métamorphose, ben, des êtres humains qui vont être vraiment les moteurs de cette innovation et de cette transformation. Mais avant de commencer, on voulait vous solliciter déjà maintenant pour vous demander, tiens, mais en 3 mots, pour vous, la durabilité, c'est quoi? Et pour ce faire, on va vous demander, à l'aide soit de votre tablette, soit de votre ordinateur, soit de votre smartphone ou iPhone, de justement encoder les 3 mots qui, selon vous, synthétisent ce qu'on appelle la durabilité aujourd'hui. Donc ça va apparaître sur l'écran. Merci Philippe. Effectivement, alors pour faire ce petit, je dirais, ce mini sondage, on va utiliser un logiciel que nous avons déjà utilisé lors de l'inauguration qui s'appelle WooClap. Et donc concrètement, ce que je vais vous demander, c'est de sortir votre smartphone et d'envoyer @monde durable. Alors ça peut être écrit en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc @monde durable et vous envoyez ce SMS au numéro qui s'affiche ici devant l'écran. Donc ainsi, vous pourrez, voilà, je vois déjà 3 participants connectés. On va laisser un peu de temps pour que vous puissiez vous connecter. Donc ce SMS ne vous coûtera que 100 €. Ça peut être en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, est-ce que... Oui, 28. Alors j'en profite peut-être pour parler de WooClap. Pour ceux qui ne connaissent pas WooClap, c'est un logiciel qui est gratuit. En tout cas, lorsqu'il y a un maximum de 15 utilisateurs, vous pouvez utiliser gratuitement ce logiciel qui permet de faire plein de choses, du sondage, du test, etc. Du test, je m'avance. Du sondage essentiellement. C'est créer de l'interactivité surtout avec votre public. Voilà, nous sommes à 40 participants. Alors je vais encore 2 minutes et puis je vais lancer le mur de réponse. Voilà, parfait. Et donc, la question que Philippe Druon vous posait est la suivante. Donc, en 3 mots, pour vous, la durabilité, c'est quoi? Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Il suffit donc de répondre via SMS et donc de répondre par 3 mots séparés par une virgule. Tout simplement. 3 mots séparés par une virgule.
Bien, au vu des 47 premières réponses, donc 48, enfin je ne vais pas commencer à énumérer les réponses qui arrivent. Donc ce qui émerge effectivement, en tout cas en grand, c'est les aspects avenir, écologie, environnement, économie, avec du respect. La dimension sociale sort, mais sans doute moins élevée. Et effectivement, l'articulation des dimensions environnement, éthique, économie et sociale, ça va être les 4 dimensions qui vont en fait faire en sorte qu'un modèle économique de demain va être considéré, ou qu'une innovation, une solution va être considérée comme durable. Le mot social apparaît moins fort, j'allais dire comme d'habitude, parce qu'effectivement, quand on parle de développement durable, avec la COP 21, avec Rio en 1992, l'accent a surtout été mis sur l'environnement, mais il est clair que, en tout cas dans le monde des entreprises, la pérennité économique des solutions durables développées va être importante, et l'impact social aussi, positif, ou les externalités potentiellement négatives de la solution vont être des choses qui vont devoir être prises en compte pour vraiment faire de cette innovation durable une innovation qui est durable de manière systémique. Oui, on peut peut-être passer. Et donc pour ce faire, tout ce que vous avez en fait résumé ici en termes de responsabilité, en termes d'éthique, autour des axes environnement, économie et un petit peu moins indiqué social, ça va venir. Un point de référence qui a pu, et des balises systémiques qui peuvent être partagées par rapport à ça, sont ce qu'on appelle les objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc ce sont 17 objectifs qui, quelque part, essayent de résumer de manière beaucoup plus pragmatique et sans doute plus précise ce qu'on entend par la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale. Et là derrière se cachent toutes des opportunités de développer des solutions économiquement pérennes, mais qui en même temps ont un impact positif significatif sur la planète, sur l'être humain et sur les ressources qu'elle détient. Et donc, l'idée, c'est de dire comment peut-on stimuler au sein des organisations humaines, justement, cette envie de développer une activité entrepreneuriale qui, en plus, intégrera dans son cœur une raison d'être avec comme objectif un impact positif ou des impacts positifs qui articulent ces différentes dimensions. Ces différentes dimensions qui ont été donc présentées l'année dernière en grande pompe, elles peuvent aussi se répartir de cette manière-là. C'est-à-dire que tous les objectifs du développement durable des Nations Unies peuvent se dire ça tourne autour des droits humains, de la santé des personnes, de l'environnement, de l'emploi et des économies et des opportunités économiques, et en son cœur, à la croisée de ces 4 dimensions, la nécessité de développer des partenariats. Et là, on y viendra dans une des prochaines parties de cette conférence, c'est que ça demande aussi une transformation importante dans, en fait, la posture que les acteurs économiques vont devoir avoir en termes de coopération et de collaboration inter-entreprises ou inter-acteurs, parce qu'on ne parle pas que des entreprises, on parle aussi des autres acteurs socio-économiques. Donc, tous ces objectifs-là vont nourrir en fait ce qu'on appelle les 4 enjeux majeurs de la durabilité, qui sont, comme je l'ai dit, droits humains, santé, environnement, opportunités et économiques et emploi. Une autre manière de le présenter, c'est de se dire qu'à la croisée de l'impact sociétal et de l'impact économique, c'est de créer un monde équitable. À la croisée de la société et de l'environnement, créer un monde vivable, c'est-à-dire que la préservation de l'environnement ne rende pas le monde invivable pour les personnes, et vice-versa, et que l'intersection économie-environnement fasse qu'on puisse rendre la planète, ou en tout cas l'environnement viable pour les personnes qui y vivent. Et la question suivante qu'on va vous poser aussi, pour laquelle on va vous demander de répondre, c'est de se dire, tiens, mais par rapport à ces 17 objectifs du développement durable des Nations Unies, à quels objectifs votre organisation contribue-t-elle directement, hein? On peut toujours trouver un lien secondaire, tertiaire, même quaternaire, pour dire, oui, en passant par là, par là, par là et par là, quelque part, je contribue aux 17 objectifs, mais directement, dans ce qui est la raison d'être de votre organisation,
à quels objectifs du développement durable des Nations Unies votre organisation contribue-t-elle? Alors, même principe pour répondre. Vous pouvez donc bien sûr répondre à plusieurs de ces items. Et donc, pour ce faire, il suffit simplement donc d'envoyer un SMS et de mettre le numéro suivi d'une virgule. Donc, Il y en a une dizaine qui hésitent encore ou il y a un problème technique? Ah, voilà. Bon, en tout cas, sur les 35 premières réponses, on voit clairement, mais ce n'est pas étonnant non plus, vu le contexte dans lequel je fais cette présentation, que l'accès à une éducation de qualité est quelque chose qui ressort en tout cas assez fort, tout comme la réduction des inégalités et l'accès à des emplois décents. Mais vous voyez encore une fois que ces 17 objectifs peuvent potentiellement couvrir toute une série de besoins non remplis, ou en tout cas remplis de manière insatisfaisante. Et donc toute organisation, qu'elle soit marchande ou non marchande, peut se poser la question de se dire comment est-ce que je place au cœur de ma raison d'être un ou plusieurs de ces objectifs et comment est-ce que je les fais vivre, en tout cas pour en faire un enjeu majeur du développement de mon organisation. Donc ces éléments de durabilité, qui sont assez concrets dans ce cas-ci, vont être les moteurs du questionnement que les entreprises peuvent se faire en disant, tiens, moi, je vais prendre un exemple au hasard, celui d'où je viens, puisque je travaillais pendant 20 ans dans le monde industriel et dans la chimie en particulier, moi, fabricant de plastique, comment est-ce que je peux contribuer à un ou plusieurs de ces objectifs de développement durable et comment est-ce que j'ai inscrit ça dans le cœur de mon activité et non pas comme un appendice qui fait bien dans les rapports annuels de fin d'année. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Et l'enjeu, ça va être vraiment d'amener ces acteurs à se poser la question, à ne pas voir ça comme une contrainte de reporting, mais plutôt comme une opportunité d'innovation pour pouvoir avancer tout en pouvant développer son activité de manière entrepreneuriale. Donc, il se confirme sur les 37 réponses que j'ai dit. Et pour aller à la suite, donc ces enjeux de durabilité qui sont un peu le cœur que peut avoir la réflexion en termes d'innovation des acteurs socio-économiques, ben, cette réflexion-là va me permettre de passer, oui, c'est bien gentil tout ça, on a identifié nos cœurs de cible, et là on peut s'attaquer par rapport aux compétences et aux capacités qu'on dispose, mais maintenant on fait comment pour mettre en place des solutions qui vont être durables. Et comme on a dit, durable, c'est aussi bien pérenne économiquement que durable dans le sens impact positif significatif sur la société. Et donc l'idée, c'est ça,
c'est de dire comment est-ce que je mets la durabilité au cœur des activités de l'organisation. Et non pas, comme dans le cadre ici, cet industriel qui dit que dans le cadre du développement durable, nous n'utilisons dans les toilettes que du papier recyclé. Ce qui est un peu annexe par rapport à ce qui est vraiment son cœur d'activité et où là, on l'attend peut-être un peu plus que sur les toilettes et éventuellement autres sanitaires de ces différents établissements. Et donc, pour cela, l'idée, c'est de dire, mais comment est-ce que j'intègre la durabilité dans nos modèles économiques? Pour ce faire, on va vous demander, enfin, je vais vous demander de faire un petit brainstorming. Parce que l'idée, c'est de dire, ben voilà, il faut innover. Et pour ce faire, je vais vous demander de vous regrouper par 6. Donc, vous vous rapprochez avec les chaises, etc., pour former des groupes de 6, des équipes de 6. Et chaque équipe de 6 va recevoir un set de cartes. Ce set de cartes comprend... Oui, je vais d'abord vous laisser vous regrouper et je vais vous expliquer après les consignes. Donc mettez-vous par 6. C'est encore plus rigolo si c'est avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. Oui. Non, ils doivent juste bouger et se retourner. Oui, donc comme vous ne pouvez pas bouger les chaises, vous devez vous retourner. Apparemment, si, vous pouvez bouger les chaises. Très bien. Alors, avant de vous lancer, en fait, vous allez recevoir un set de 8 cartes. Vous allez recevoir 3 cartes qui s'appellent Nouveau modèle. Vous allez recevoir 2 cartes qui s'appellent Booster et 3 cartes qui s'appellent Bénéfice. Alors, l'innovation, elle naît surtout de la contrainte. Vous allez voir, vous allez vous sentir contraint avec ces 8 cartes parce que je vais vous demander de générer une série de solutions durables sur base des 8 cartes que vous allez recevoir. Donc, en combinant soit différents modèles avec des boosters pour obtenir un ou plusieurs des bénéfices que vous allez recevoir. L'idée, c'est que vous découvriez comme ça quelques modèles économiques, certains que vous connaissez sans doute déjà, d'autres peut-être un peu moins, et on y reviendra de manière un peu plus approfondie après. Mais ce que je voudrais avoir de vous, c'est que vous passiez un peu de temps, 5 minutes, ouais, 5 minutes, parce qu'après 5 minutes, un brainstorming, bon, on commence à rentrer dans les détails. 5 minutes, bien sous pression, en se disant, vous allez découvrir 8 cartes, vous comprenez ce que vous comprenez et vous dire, tiens, qu'est-ce que ça évoque pour nous comme solution qu'on pourrait développer? Une solution, hein, rappelez-vous, une solution durable, c'est une solution qu'un client, qu'un usager ou qu'un utilisateur va bien vouloir prendre. C'est une solution qui va répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux. C'est une solution qui va avoir des impacts significatifs. Et c'est une solution qui sera relativement faisable. On n'est pas, à part Elon Musk qui va envoyer des trucs sur Mars, on n'est pas dans des trucs comme ça. On veut que ce soit quelque chose qui peut être prototypé relativement facilement. OK? Donc, vous allez recevoir 8 cartes. Elles sont différentes d'un groupe à l'autre. Et à vous de jouer, sur base de ces 8 cartes, une solution durable qui a ces caractéristiques-là. À vous de jouer, vous allez les recevoir. Bien. Vous avez évidemment choisi votre rapporteur ou votre rapporteuse. Et donc, on va faire circuler les micros pour un peu vous entendre sur, tiens, dans les 5-10 minutes que vous avez passées ensemble, ce que ces cartes ont fait émerger chez vous. Voilà, on peut peut-être commencer. Voilà, votre attention. On les garde, on les remet après. Oui, oui, allez-y. Allô, allô. Oui. Peut-être juste dire le nom des cartes que vous aviez reçues ou que vous avez sélectionnées et ce que ça a donné comme idée. Alors. Donc on a passé en revue dans le groupe les différentes cartes qu'on a reçues. Donc dans les nouveaux modèles de développement, ce qui nous a parlé, c'est la coopération fonctionnelle. Donc on intègre tous les acteurs qui peuvent contribuer au développement d'une solution, d'un service ou d'un produit. Dans ce cas-ci, on a choisi un service qu'on rend
à des individus. Donc ça, c'était la première carte. Alors, garantissant travail d'enfants, travail forcé, ça c'est pas sûr, parce qu'il s'agit d'un service de réaccrochage des enfants qui s'éloignent de l'école. Donc c'est peut-être un peu du travail forcé qu'on va leur proposer sans le dire. Bah, ça, c'est à vous de juger. Donc, dans les bénéfices, équilibre et bien-être psychologique, oui, puisque c'est retrouver la confiance en soi, la confiance en ses pairs, et de manière coopérative. Donc l'idée, c'est de raccrocher l'enfant en proposant des séquences d'apprentissage ludiques, en incluant un parent, l'un après l'autre, ou les deux parents, et un ami de son choix, véritablement. La contrainte qu'ont les parents, c'est que ce qu'ils vivent, ils doivent le revivre avec le copain d'à côté, etc., avec un autre, de manière à bénéficier d'une autre expérience et de changer son regard sur leur propre enfant, évidemment, puisque les difficultés naissent. Donc, on est vraiment dans le modèle de coopération fonctionnelle. Tout le monde participe à la solution, y compris donc, la personne qui anime les séquences d'apprentissage. Alors, dans les bénéfices usage responsable, on est en tout cas dans une nouvelle démarche d'éducation où on apprend ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est dépositaire des savoirs avec une position d'autorité et quelqu'un qui est ignorant et qui ne sait pas. Chacun apprend à son rythme dans les séquences d'apprentissage. Oui, alors microfinance, on peut imaginer quelque part qu'on apprenne un certain nombre de choses et qu'on le propose à ce moment-là de l'échanger dans les réseaux d'échange de savoir, etc. Mais ça, ce serait une extension. Je dirais ce qui est principal dans la proposition, c'est la coopération fonctionnelle quelque part et l'équilibre et bien-être psychologique dans l'apprentissage pour tout le monde, pour toute la famille. D'accord. Merci. On peut les applaudir. Quel autre groupe? Je préviens, on ne va pas tous les faire parce qu'il faut continuer. Merci. Donc, un micro, ça suffira, je pense. Donc, nous, on a... Comment? Donc, on va essayer d'expliquer ça rapidement. Donc, nous, ce qu'on a essayé d'intégrer, c'était de travailler sur des gens qui gagnaient moins de $2 par jour. Donc, ça représente une bonne partie de la population mondiale. Et donc, l'idée, c'était de vendre un livret de création de produits ménagers à partir des éléments de l'écosystème qu'ils avaient autour d'eux. Donc, à partir des éléments gratuits qu'ils ont autour d'eux, c'est de faire les produits d'entretien. Alors, à quoi ça correspond sur les cartes que nous avions tirées, en tout cas qu'on nous a données, c'est c'est dans le désordre. Au niveau de l'estime de soi, c'est d'être acteur de changement, être capable de produire ce qu'on va consommer. La curiosité et la créativité, c'était évidemment de s'embarquer à produire, à concevoir des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant. On est bien sûr le bottom-up de la pyramide, puisqu'on est sur un public avec moins de $2 par jour. Les performances d'usage, mais donc par exemple utiliser des cendres de bois pour se brosser les dents, c'est efficace et c'est gratuit. La vente de l'usage, c'est-à-dire que le guide n'est pas tellement sur des produits, mais sur l'utilisation du produit. Le low-tech, c'est toute une série de choses qui sont fabricables avec peu d'énergie et peu de transformation. Le plus de la biodiversité, c'était effectivement d'utiliser ce qu'on avait dans l'écosystème direct et donc d'avoir un minimum de déchets. Et sur le clean label, donc la dernière carte, sans technique, donc évidemment c'est des procédés qui demandent peu de technique. Donc on ne va pas faire du savon à partir de chaux et de graisse, on propose autre chose. Donc voilà, une petite idée qui a repris, je pense, l'intégralité des cartes que nous avions tirées. Voilà, on a essayé de mettre en avant surtout l'intégration des personnes handicapées. Et une première réflexion, c'était de se dire, comme pour qu'il y ait du lien social qui se crée, ça pourrait être qu'ils servent d'endroit de dépôt pour des paniers bio qu'on vienne chercher chez eux, et qui serait une occasion, voilà, de partage et
de lien social. Et alors une deuxième idée, c'est mon cher collègue qui, qui va vous la présenter. Merci. La deuxième idée était axée autour de la collecte et de la remise en état de matériel spécifique à l'utilisation des personnes handicapées, donc des fauteuils roulants, des choses comme ça, qu'on aurait pu récupérer, remettre en état, revendre via des magasins sociaux, voire éventuellement fabriquer ça dans des matériaux un peu alternatifs, style en bois ou des choses comme ça, pour diminuer toujours le coût. Et bien sûr, dans la fabrication, auraient été impliquées aussi les personnes handicapées. Donc, il y avait le lien des deux côtés. On avait aussi des cartes sur tout ce qui était collecte et réutilisation. Donc, ça rentrait aussi dans ce cadre-là. Je pense que j'ai fait le tour. On n'a pas eu le temps d'impliquer toutes les cartes de manière très concrète. Oui, donc réutilisation et réemploi et distribution inclusive. Donc les circuits de distribution qui pouvaient aussi être mis localement chez certains membres du personnel et vraiment être impliqués au plus proche des clients finaux. Donc ce petit exercice est sur base de ce que vous avez entendu des 3 groupes qui ont présenté, vous donne juste un avant-goût des différentes opportunités de développement possibles. Là, vous étiez dans un environnement hyper contraint, puisque vous aviez 8 cartes et rien d'autre. On vous demandait d'imaginer une solution par rapport à ces 8 cartes. Comme dans l'innovation, c'est au maximum 1% de réussite et 99% de déchets. Il va falloir quand même que les entrepreneurs, surtout dans les grandes entreprises, se disent que s'ils veulent vraiment faire de l'innovation de rupture, il va falloir accepter le fait qu'il va falloir lâcher prise sur les résultats attendus. Mais tout ça pour vous dire qu'au cœur de les activités, l'idée c'est de mettre en fait au cœur des activités, et là vous voyez un canevas qu'on appelle le canevas des modèles économiques, le business model canvas, et souvent ce qu'on oublie de mettre au cœur de cette activité, là, au niveau de la proposition de valeur, quelle est la valeur que je propose? Souvent on se limite à une valeur économique. En quoi ça va intéresser le client? À partir du moment où vous voulez développer une solution durable, vous allez intégrer la dimension économique, celle-là elle reste, sinon vous n'aurez pas de client. La dimension environnementale, en quoi ma solution contribue à l'environnement, et l'impact sociétal, éventuellement, en quoi ma solution durable va contribuer à la dimension sociale sociétale. Et plutôt que de parler uniquement de clients, on va parler aussi des bénéficiaires et on va parler aussi des usagers. Parce que celui qui paye, l'usager n'est pas nécessairement celui qui paye, parce qu'il n'a peut-être pas les moyens. Donc, quel est le client qui est prêt à payer sans être nécessairement le seul usager ou bénéficiaire de la solution durable qui est développée? Et chose importante, c'est de se dire avec lesquels je vais commencer. Quels sont ceux qui seraient les plus à même à prendre la solution, ou en tout cas le début de solution que j'ai à proposer. Et de là, on retrouve un modèle classique, si on veut assurer la pérennité, c'est de se dire comment est-ce que je vais assurer mes sources de revenus pour rendre cette solution pérenne économiquement, et quelle va être ma structure de coût. Mais le cœur d'un modèle économique durable, c'est ici. C'est une proposition de valeur à 3 dimensions et une approche partie prenante plutôt qu'une approche uniquement centrée client, en se disant à qui peut bénéficier ma solution. Il existe, et là vous avez découvert quelques petits extraits, on peut classer les modèles économiques durables en 8 catégories, 8 archétypes. Le premier, ça va être maximiser l'efficacité matérielle et énergétique de mon processus, par exemple. Donc je vais apporter une solution pour qu'en fait j'ai un impact réduit sur l'environnement, que mes émissions de CO2 soient fortement réduites. L'autre aspect, ça va être de fermer les boucles de matière. Certains l'ont vu dans certaines des cartes, ça va être ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire comment est-ce que mes déchets ne sont plus des déchets, mais des produits qui peuvent potentiellement être utilisés par d'autres, donc comme matière première, moyennant transformation ou pas. Après, c'est de se dire comment est-ce que je peux substituer mes processus de conception actuels par des processus naturels et du renouvelable. Donc plutôt
des matières premières d'origine, qui soient renouvelables plutôt que sur base fossile. La quatrième, c'est plutôt que de vendre un produit, je vais délivrer une performance. Donc je vends un usage. Donc je découple l'intérêt de posséder un produit, mais plutôt, et c'est la coopérative dont je fais partie, nous proposons une solution pour une performance énergétique chez nos utilisateurs. Donc on l'a fait sur base bois énergie, ça c'est pour le point 3, on veut leur apporter du renouvelable, mais ce qu'eux achètent, c'est une facture réduite et rien d'autre. Nous, on s'occupe du reste et même de l'investissement dans la chaudière. Et donc ça, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on leur donne accès à une performance plutôt qu'accès à un produit ou à la propriété d'un produit. Vous imaginez aussi les changements mentaux que ça doit créer chez l'autre, puisqu'on a l'habitude de posséder et encore beaucoup. Adopter un rôle responsable, c'est-à-dire, voilà, on a parlé du travail des enfants, c'est tout ce qui est l'équitable et la juste rémunération des différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc comment est-ce que je développe une solution qui va dans ce sens-là? Des solutions qui vont aussi encourager la suffisance. On a parlé de low-tech, on parle aussi d'innovation frugale. Qu'est-ce que je développe comme innovation qui suffit? Je n'ai pas besoin de développer quelque chose à 52 000 fonctionnalités. Dans certains cas, 3 fonctionnalités suffisent. Typiquement là, l'Inde est citée comme un pays où cette innovation frugale a été beaucoup développée, parce que là, la contrainte, c'est les moyens économiques. Et donc les personnes ont mis au point, notamment, des équipements médicaux qui sont 100 à 1000 fois moins chers que nos équipements pour pouvoir être portables, parce que c'est dans des conditions extrêmes, pour pouvoir être réparables facilement et aussi accessibles au plus grand nombre pour pouvoir soigner les personnes dans des lieux très isolés. Et réorienter au profit de la société, c'est toute l'entreprise d'économie sociale et solidaire qui se développe, les coopératives. Et la 8e, ce sont tous les mouvements qu'on appelle de open source, c'est-à-dire des personnes qui développent des innovations, mais qui mettent dans le domaine public à disposition du plus grand nombre. Le pari, c'est de se dire, je n'ai pas la science infuse, si j'ai une solution durable que je la mets à disposition d'autres et de pairs qui sont aussi des sachants, ils vont améliorer ma solution. La seule condition, c'est qu'elle reste ouverte. C'est-à-dire, si une grosse boîte décide d'améliorer, il ne peut pas se réapproprier et breveter la solution. Il doit continuer à jouer le jeu de l'ouverture et de l'améliorer tout en laissant ça à disposition du plus grand nombre. Donc c'est le 8e modèle. Et ces 8 archétypes sont des moyens de développer des solutions durables. Voilà, ici, typiquement, l'exemple 1, quand je parlais d'efficacité matérielle et énergétique, il y a un exemple, peut-être qu'on pourrait dire pas très durable, qui est votre smartphone, qui est multifonctionnel. Il vous sert d'horloge, il vous sert de temps en temps de téléphone, il vous sert d'accès à vos emails, il vous sert de lampe torche, c'est un peu l'espèce de canif suisse électronique. Et donc l'idée de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux développer comme solution multifonctionnelle, va réduire l'intensité en matière première pour avoir les mêmes fonctions. Le deuxième, ce que vous voyez là, c'est le réseau inter-entreprise qui a été développé au Danemark, à Kalundborg, où en fait chacun, les déchets qu'il produit sont utilisés comme matière première dans une autre industrie. Vous avez là un élevage de cochons, une centrale thermique, un producteur de médicaments, un producteur de gyproc, une station d'épuration. Enfin, il y a 6 ou 7 acteurs qui ont interconnecté leur flux de matière pour que les soi-disant déchets de l'un, moyennant une petite station de transformation, deviennent la matière première de l'autre. Vous imaginez aussi le changement de mentalité, parce que ces acteurs sont interdépendants. Hein. Plutôt que de la jouer tout seul en disant « je suis seul maître à bord et je peux décider comme je veux », ils acceptent, via un contrat de confiance, de dire « je dépends de toi ». Et si la conjoncture varie pour toi, je risque d'en payer les pots cassés, parce que si tu dois réduire ton allure, ben moi j'ai moins de matières premières qui viennent de chez toi, donc je dois envisager un plan B. Donc il y a tout un écosystème coopératif qui a été développé entre ces acteurs-là pour justement faire en sorte qu'on boucle les flux de matière. C'est un exemple parmi d'autres, il en existe à différents endroits.
mais c'est malheureusement pas encore le standard, parce qu'effectivement, ça nécessite la mise en place de processus coopératifs qui, là, c'est une question de tuyaux, mais c'est aussi une question de tuyauterie neuronale pour faire en sorte que les personnes changent de posture par rapport au modèle coopératif. Le troisième, qui est substitué par du renouvelable, c'est aller taper dans les phénomènes naturels pour s'en inspirer et construire des solutions durables. Par exemple, le premier, la termitière, a servi de modèle pour construire en fait un gratte-ciel sans air conditionné, parce qu'on a constaté que dans le désert, la température intérieure de ces termitières restait stable, jour et nuit. Et on s'est dit, mais comment ils font parce qu'eux, ils ne sont pas équipés en air conditionné dans les termitières. Et ils ont regardé un peu comment en fait, la géométrie était agencée, et par analogie, ils ont en fait appliqué ça à la construction de gratte-ciel. La fleur de lotus qui ne mouille jamais quand il pleut, ben, par analogie, on a créé en fait des papiers peints non mouillables ou des verres non mouillables. La coccinelle, qui en fait produit de l'eau oxygénée pour décoller, ben, aujourd'hui, le procédé de fabrication de l'eau oxygénée est très énergivore et utilise un catalyseur très toxique. Et donc des chercheurs sont en train de développer, par analogie, le système enzymatique de cette coccinelle pour produire la même molécule, mais à température ambiante, à pression ambiante, et via des procédés beaucoup moins toxiques. Donc, aller s'inspirer dans la nature et ramener des solutions durables, c'est faisable. Ici, ces trois acteurs, Philips, Safechem et Michelin, vendent un usage. Michelin a des flottes de camions, ne vend pas des pneus, ils vendent des kilomètres parcourus. Donc, eux, leur intérêt, c'est de faire un pneu qui s'use le plus tard possible, qui est facilement réparable, parce que au plus longtemps ils font durer le pneu, au plus leur prix de revient à eux est bas pour la performance qu'ils vendent à leurs clients. Safechem, eux, vont récupérer des solvants chez le client, c'est-à-dire le solvant souillé qui servent à nettoyer des pièces métalliques, par exemple. Ils le récupèrent et le redistillent pour le ramener chez le client comme une matière vierge, réutilisable par le client. Philips, lui, ne vend plus des lumières à la ville de Washington, il vend des luxes, donc l'intensité lumineuse que Washington estime devoir avoir besoin. Libre à Philips de trouver la solution innovante, la moins coûteuse pour lui, évidemment, pour éclairer comme le souhaite Washington. Et donc, à ce moment-là, on déconnecte en fait la solution de la matière nécessaire pour le produire. Donc, tout ça, ce sont vraiment des sources d'inspiration qui peuvent, vous voyez, être très entrepreneuriales. Hein, on n'est pas en train de faire de la philanthropie ou du caritatif en faisant ça, mais qui peuvent avoir des impacts significatifs à terme. Ethicable et Fairphone, qui ont décidé de rendre transparent leur chaîne de valeur pour montrer qu'ils adoptent un rôle responsable dans la construction de leurs biens. Typiquement Fairphone, bon, qui n'est pas donné, hein, vous voyez, 525 €, donc on est quand même dans des gammes élevées, mais qui en fait garantissent que leur smartphone est un peu plus juste que les autres, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il soit complètement juste vu les composants et où ils vont les extraire, mais en tout cas, ils les extraient à des endroits où les conditions de travail sont sans doute nettement meilleures que leurs concurrents. Je vous parlais d'innovation frugale. Un frigo sans fluide réfrigérant et un smartphone modulable. Donc, c'est-à-dire que quand une pièce est endommagée, on enlève juste ce morceau, ce module-là, et on le remplace par un autre, plutôt que de jeter l'entièreté. Donc là, encore une fois, faire de l'innovation frugale et adaptée, plutôt que de devoir chaque fois avoir des conséquences majeures. Ici, ce sont différents acteurs qui apportent en fait des solutions aux plus démunis. On parlait de la base de la pyramide, hein, qui est plus de 2 milliards de personnes vivant en dessous de 2 €, non, 1,3 milliard en dessous de 2 milliards en dessous d'1 € par jour. L'idée, c'est de développer des solutions, encore une fois économiquement pérennes. Là, ce sont des panneaux photovoltaïques accessibles aux personnes à bas revenus. Ici, ce sont des soins, comme son nom l'indique, ophtalmologiques
pour des personnes à très bas revenus ou des unités de production, micro-unités de production réparties dans des villes pour pouvoir produire les éléments de base dont ont besoin certaines personnes. Et quand je vous parlais d'open source, Local Motors est en fait une entreprise qui fait produire des voitures électriques de manière open, c'est-à-dire n'importe qui peut, entre guillemets, construire sa voiture s'il le souhaite. Les plans sont disponibles, mais en plus avec un impact écologique positif. Open Source Écologie, je vous invite à aller voir, ils ont mis en ligne. Il y a un Américain qui s'est dit, si la Terre est, je sais pas, balayée par quelque chose, une apocalypse terrible, etc., et qu'on doit reconstruire les éléments de base pour vivre en communauté, ce serait quoi? Il a dit, il faudrait des tracteurs, il faudrait, etc. Donc il a mis tous les plans pour se construire tous les éléments de base dont une communauté aurait besoin, donc en open. Et là, il y a toute une communauté qui améliore en fait ces plans au fur et à mesure pour rendre ces biens et services disponibles. Et Zipcar, donc, est une société de partage de voitures, donc qui consiste à se dire, tiens, toute voiture vide et non conduite par quelqu'un pourrait être conduite par quelqu'un d'autre, qui en a besoin à ce moment-là, à cet endroit-là. Et donc, il y a tout un système qui permet, je suis à Louvain-la-Neuve, à la ferme du Biérot, il y a quelqu'un qui bosse toute sa journée ici, qui laisse sa voiture ici. Moi, j'ai besoin d'aller faire une course 1 heure quelque part. Je vais pouvoir emprunter la voiture, aller faire mes courses, revenir, la déposer, c'est fait. Donc, c'est d'augmenter en fait le taux d'usage des biens pour faire en sorte que, justement, on n'ait pas des biens qui soient utilisés 10%, 5% de leur temps. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de l'envergure que vous pouvez avoir en termes d'opportunités. Donc voilà, la symbiose industrielle en grand, vous voyez, les cochons, les poissons, l'industrie du nickel, un cimentier, les engrais, l'épuration d'eau, la purification, le producteur d'enzymes. Voilà, donc c'est tout ce réseau-là qui existe aujourd'hui au Danemark. Et donc le but de cette économie circulaire, c'est utiliser moins de ressources et de manière plus efficace, relocaliser l'économie parce qu'on va créer des emplois locaux. On a besoin surtout là de personnes qui vont entretenir les équipements, donc on a besoin de compétences d'entretien et moins de compétences d'importateurs. On va valoriser des ressources qui sont considérées comme des déchets aujourd'hui. C'est une économie qui va réduire l'émission carbone parce qu'en fait, en bouclant les flux, on va arriver justement à éviter d'utiliser des déchets qui, eux, devront être éliminés après, notamment par l'incinération au pire. On va augmenter la compétitivité des acteurs parce que ça réduit leurs coûts. Et ça va aussi créer des nouvelles activités innovantes parce que pour boucler des flux, il faut peut-être qu'une petite entreprise fasse ces transformations nécessaires pour que le déchet de l'un devienne une matière première acceptable pour l'autre. Et on va réduire l'exposition au risque, pas au risque, je ne parle pas au risque du travail, mais au risque d'évolution ou de fluctuation de la conjoncture à l'extérieur. Et par la même occasion, une restauration des écosystèmes dans le meilleur des cas. Le Fairphone, j'en parle. Donc là, je vais passer très rapidement, vous allez avoir les slides. En dessous de ces 8 archétypes, vous avez une 50aine de modèles d'affaires économiques potentiels. Vous les voyez là, il y en a vraiment une quantité, et ce n'est pas fixe, hein, ça évolue encore. Dans tous les archétypes, vous pouvez aussi avoir des variations et voir un petit peu, tiens, quels sont celles et ceux que je pourrais adapter à mon modèle actuel. J'ai parlé des parties prenantes, ça ne peut se faire qu'avec des parties prenantes. La collaboration et la coopération est clé. Et ce petit travail de se dire, tiens, qu'est-ce que je dispose comme ressources en mon sein et de quoi j'ai besoin, et d'aller voir les différentes parties prenantes et de faire le même exercice, va vous permettre de voir comment est-ce que je boucle aussi les flux de coopération potentiels. Et en quoi, moi, quand je développe ma solution, pourquoi ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre à travailler avec moi. Ce travail, on l'a fait avec la coopérative dans laquelle je suis.
On l'a faite par rapport à une collectivité qui est une école, pour se dire, tiens, quels sont les acteurs que je dois mettre, enfin que je pourrais solliciter pour mettre en place un système bois-énergie de performance énergétique dans une collectivité qui est une école, et ça donne ceci. Donc nous, on est là, en disant voilà ce qu'on apporte, voilà ce qu'on aimerait avoir comme bénéfice, et on a identifié toute une série d'acteurs en supposant quels étaient leurs apports et leurs attentes potentielles. Et en se disant, tiens, apparemment, nous, ce qu'on apporte, ça pourrait intéresser tel acteur, parce que de son côté, il a un besoin auquel on pourrait répondre s'il collabore avec nous. Et donc, en réfléchissant comme ça, cette approche écosystémique, comme on l'appelle, va permettre aussi d'envisager les collaborations les plus pertinentes pour l'acteur économique. Et vous parliez d'intelligence collective là, dans les 5 piliers de Formaform. Je pense que s'il y a bien un pilier sur lequel il va falloir travailler, parce que c'est vraiment un changement de posture, c'est ce pilier-là, c'est de se dire le mot coopération, il se prononce facilement, mais il se met parfois difficilement en place. Et donc, quels sont vraiment, en termes de formation, action, accompagnement, quels sont les éléments importants qui pourraient faire en sorte que les acteurs se sentent plus à l'aise de coopérer avec d'autres. Voilà, donc ça, c'est un peu toute la gamme de modèles économiques durables que vous pouvez aller explorer. Maintenant, c'est beau, ça a l'air sympa tout ça. La question que je voudrais vous poser, je vais peut-être vous laisser 2-3 minutes pour réfléchir, peut-être en trio, c'est en fait, quels sont d'après vous les défis, ou en tout cas majeurs pour pouvoir mettre en place ces modèles, d'après vous. Donc pendant 2-3 minutes, parlez entre vous et on va collecter après de manière en mode popcorn un peu les défis qui, à vos yeux, se profilent quand on voit pour mettre en place ce genre de modèle-là. Voilà, allez-y, retournez-vous, adressez-vous aux autres. Donc, quels sont les défis, les challenges pour pouvoir changer d'échelle et passer à autre chose? Alors, c'est après. Comment faire pour? En commençant par comment faire pour? Je dirais même au niveau de votre organisme et de vos partenaires et même des entreprises qui vous sollicitent. Oui. Oui, c'est bien à votre niveau à vous, hein, pas au niveau mondial. Quand vous dites, tiens, si nous on a envie de mettre ça en place ou de convaincre des acteurs économiques de mettre ça en place, quels sont les challenges qu'on voit à l'horizon? Bien, je vais collecter un peu vos réponses de manière popcorn. Donc, voilà, terminez votre discussion. Et puis, si vous pouviez parler fort, parce que je ne sais pas si on va pouvoir faire passer les micros suffisamment rapidement. Bien, oui, je vais quand même... Et donc, l'idée, c'est que vous leviez le bras et on vous passe le micro. Et moi, je vais prendre note de des enjeux que vous avez identifiés. Voilà. Allez-y, tirez. Qui a envie d'intervenir? Qui intervient? Parce que qui a envie, c'est... Moi, je crois qu'il faut se mettre d'accord sur la bonne réponse à apporter à la question des citoyens qui sont d'accord de faire des petites choses, mais qui disent, écoute, je fais mon petit truc, d'accord, je trie mes déchets, mais dans la masse, ça n'a aucun impact. Et là, il faut essayer de trouver la bonne réponse à apporter à ces multiples citoyens qui font des choses, mais qui ont l'impression d'être seuls devant la multitude, quoi. D'accord, merci. Mais nous, on s'est positionné sur notre core business, à savoir la formation, c'est de parler d'efficience de formation. Donc, éduquer et les clients et les fournisseurs sur ce que pourrait représenter l'efficience de formation. La quantité à tout prix à abolir pour quelque chose, un service de qualité qui a une réelle performance sur la durée. Oui, le résultat plutôt que l'agitation quantitative, quoi, oui.
nous avons pointé du doigt la vision à court terme, en fait. Donc le manque de vision à moyen et long terme, comme premier challenge, premier défi. Et le deuxième, c'est la perte du pouvoir pour les personnes qui sont en effet en mode de responsabilité d'un certain nombre de choses. C'est que si on travaille sur du collaboratif, de l'intelligence collective, etc., il faut évidemment revoir la manière dont on estime qu'on a ou pas du pouvoir. Ok, oui, donc court-termisme et perte de pouvoir en termes de responsabilité, c'est-à-dire peut-être envisager d'autres modes de fonctionnement et de processus de prise de décision. Ok. Quelqu'un d'autre ? Alors, les pistes de notre groupe portaient surtout sur la communication. Donc, le défi, c'était communiquer, mais aussi expérimenter et communiquer sur des expériences positives, donc sur les réussites. Et expérimenter, donc sur le terrain, ces expériences positives. D'accord. Quelqu'un d'autre veut encore intervenir ? Oui. Oui, en fait, on a pointé le problème de l'éducation. L'éducation, mais déjà en bas âge. Je pense que c'est un défi majeur de pouvoir apporter une égale éducation pour tous les niveaux sociaux, tant au niveau intrafamilial qu'au niveau extrafamilial. Je pense que l'éducation est vraiment un problème majeur pour assurer la pérennité de la prise en charge de tous ces challenges aussi par nos enfants. D'accord, merci. Donc on a bien parlé de égalité d'éducation, intra- et extrafamilial. Oui. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose ? Donc, ces défis-là, les organisations vont devoir y faire face de différentes manières. Pour faire face au court-termisme, à ces modes de prise de décision qui sont éloignés de l'intelligence collective, au fait qu'il y a aussi une perte de sens, même si on fait chacun son petit possible, on ne voit pas trop à quoi ça peut contribuer en réalité. La communication, c'est clair qu'une stratégie de changement sans communication, une stratégie déjà voit l'échec dès le départ, parce que les personnes ne sont même pas conscientes qu'il y a quelque chose à entreprendre. L'expérimentation est un facteur de succès. Enfin, bref, tous ces éléments-là, ça va être un peu les caractéristiques d'une organisation de demain, quel que soit le collectif. Elle va devoir être pourvoyeuse de sens et tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire prête à écouter ses parties prenantes, donc de manière à avoir l'engagement des différents acteurs. Elle va devoir se réinventer aussi, c'est-à-dire innover, être prête à se re-questionner régulièrement. Elle va aussi devoir évoluer de manière flexible et organique, être agile, parce que les choses changent vite et parfois de manière inattendue. Donc le plan à 5 ans, le fameux plan à 5 ans dont parlent les entreprises, c'est à se demander si ce n'est pas quelque chose pour rassurer certaines personnes, parce que la réalité, et je suis passé par là, laisse à dire que les personnes font un plan en 5 ans en sachant bien que l'année prochaine pourra être très différente de ce qu'on avait prévu. Mais apparemment, ça rassure. Et aussi une culture basée sur la coopération et l'empathie, donc vraiment de faire en sorte que les processus de vivre et de travailler ensemble soient différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Donc l'organisation de demain, elle va devoir penser à la prospérité plutôt qu'au profit. Donc c'est à sa prospérité à elle, mais quand on dit prospérité, ça veut dire qu'on englobe aussi les parties prenantes qu'elle impacte ou qui l'impacte. On va plutôt se focaliser sur le besoin plutôt que ce que l'on veut, parce que ce que l'on veut n'est pas nécessairement réellement ce dont on a besoin. Et on va devoir être adaptatif, c'est-à-dire pas trop rigide et ne pas trop et être prêt à changer. On va devoir avoir des processus agiles, de l'innovation partout. Le département innovation, c'est bien sympa, mais l'innovation, ce n'est pas dans un département innovation. C'est se réinventer partout, que ce soit à la compta, aux finances, aux ressources humaines,
ou dans le cœur d'activité de l'organisation, qui est la formation, par exemple. L'intrapreneuriat, c'est-à-dire avoir des personnes qui prennent des initiatives à l'intérieur des organisations. Ça va être aussi des réseaux de petites équipes décentralisées, plutôt qu'un grand centre, une grande équipe centralisatrice qui dicte ses instructions. Des structures plus aplaties, avec moins de niveaux hiérarchiques. Des équipes autonomes et participatives. Une organisation qui apprend, donc qui est en amélioration continue, un management responsable et juste, et une mentalité coopérative. Donc ces 12 éléments-là, c'est les 12 éléments d'une organisation qui va pouvoir, dans un futur très proche, pouvoir s'adapter et mettre en œuvre des solutions durables et acceptables, et donc vraiment faire partie intégrante du monde. Et cette partie-là, et je vais accélérer parce qu'on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps, on va mettre en place toute une série d'outils qui sont l'innovation pour tous, c'est-à-dire l'innovation comme un voyage, qui part on part de partir, on va explorer les choses sur base de ce qu'on aura collecté comme enseignement de notre environnement, on va réfléchir, mettre en place des expériences et revenir à port avec des solutions durables qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et c'est répéter ce cycle-là, décidément, avec différents écueils du style un îlot de l'innovation par tous les moyens, un îlot des brainstorming inachevés et ratés, un écueil des falaises sans support, un triangle du moi aussi, enfin toute une série d'écueils qui vont faire que l'innovation ne va pas arriver à bon port. L'autre, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation par le design thinking. L'idée, c'est de se dire, d'abord, je rentre en empathie avec mon problème, et une des formules consacrées, c'est de dire, tomber amoureux du problème, pas de la solution, parce que quand on tombe amoureux d'une solution, on a du mal à s'en désancrer. Et donc, on n'est pas prêt à se remettre en cause et envisager autre chose. Donc, entrer en empathie avec le problème, être sûr qu'on ait bien compris le problème, on génère des idées, on en prend une, on la prototype, on la teste, et toutes ces boucles de rétroaction veulent dire qu'en permanence, on va revenir en arrière en fonction du feedback qu'on va recevoir de notre environnement, que ce soit en empathie, en production d'idées, en prototypage, en test. Et quand on a fait ça, on arrive à la mise en œuvre. Et donc, bêtement dit, l'option 1, c'est de dire, on me demande de construire un moyen de me déplacer d'un point A à un point B. Je dis à mon client ou à un usager, écoute, voilà, il y aura des roues. Il y aura même, les roues seront même connectées. Il y aura même une espèce de carrosserie au-dessus. Et puis voilà, ce sera à quoi ça ressemblera. Et donc, l'option 2, c'est que dès le départ, la solution qu'on va proposer à l'usager, il pourra déjà l'utiliser pour voir si ça lui convient. Donc le premier, je vais lui faire un skateboard. Essaye un peu pour voir si ça te suffit. Bon non, quand même, je dois faire bouger mon pied, c'est fatigant. Et la trottinette, ça pourrait aller mieux? Ouais, c'est mieux, mais c'est quand même toujours des efforts. Un vélo alors? Ouais, c'est bien mieux, mais il faut quand même encore pédaler. Une moto? Ouais, mais quand il pleut, c'est embêtant. Alors une voiture. Et donc dès le départ, dans la manière dont les collectifs développent des solutions, c'est d'avoir ce qu'on appelle une solution minimale testable dès le début. Et non pas comme on l'a ici, un usager, on va lui dire, attends 6 mois, après on va te montrer à quoi ça ressemble et tu nous diras quoi, pour avoir parfois la réponse, non, c'est pas ça que je voulais juste un skateboard pour aller chercher du pain chez le boulanger. Donc l'idée, dans le développement des solutions durables, c'est de passer à l'option 2. L'option 1, le client, si c'était vraiment une voiture qu'il voulait, il ne le saura qu'à la fin. Dans ce cas-ci, le client pourra à chaque fois donner du feedback et vous permettre de développer la solution appropriée aux besoins du client ou de l'usager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, on a une idée, on construit une solution minimale viable et testable pour mesurer comment le client ou l'usager répond. On apprend, et si de l'apprentissage, on a une confirmation que c'était une bonne idée, on persévère, ou sinon on va pivoter et aller ailleurs. Et c'est ce processus-là permanent que les entreprises qui sont en train de développer des solutions durables font, notamment les startups durables, c'est de dire, voilà, l'idée, je la transforme tout de suite en quelque chose que je peux aller tester, je reçois du feedback
et j'adapte. Et c'est ces itérations successives-là qui permettent de faire évoluer le produit pour qu'il soit vraiment, accepté de l'usager, parce qu'on a toujours ce souci-là, et en même temps le plus pertinent par rapport à l'impact qu'on veut avoir. Il existe des dispositifs d'accélération d'idées qu'on appelle hackathon, Scrum ou Design Sprint. C'est de 2 à 5 jours. En 2 jours, vous venez avec une idée le vendredi soir et vous repartez le dimanche après-midi avec un prototype prêt à être testé. Le Design Sprint, c'est un processus de 5 jours où vous venez avec une idée, après 5 jours, vous avez quelque chose de prêt à être testé avec des prospects. Et le Scrum, ce sont des méthodes d'accélération pour vraiment faire en sorte que par des sprints successifs, vous puissiez arriver à l'objectif que vous étiez donné, indépendamment des ressources que vous avez à votre disposition. Donc c'est vraiment travailler avec les ressources qu'on a plutôt qu'avec les ressources que l'on fantasme et qu'on espère avoir et qui sont la bonne excuse pour ne pas avancer. Donc c'est des dispositifs d'accélération. Les principes agiles, c'est de dire, plutôt que de parler de processus et d'outils, on va parler d'individus et d'interactions. Plutôt que de parler de documentation exhaustive, on veut un produit opérationnel. C'est ça la priorité. Plutôt que de parler de négocier un contrat, on veut mettre en place une collaboration qui a du sens avec le client. Plutôt que de suivre un plan, c'est d'être prêt de répondre aux changements. Les équipes agiles ont surtout été développées dans le domaine informatique. Maintenant, elles commencent à faire leur chemin dans les domaines non informatiques, parce que ce sont des modes de fonctionnement qui font sens par rapport au mode de fonctionnement planifié, budgété, où on a l'impression qu'on peut prévoir l'avenir et même le construire et le contrôler. Et ces valeurs, là je vais aller plus vite, vous les découvrirez, ce sont différents éléments qui sont intéressants à mettre en place dans les équipes pour justement changer le mode de fonctionnement. Et le pilotage dynamique, ce sont tous les modes de fonctionnement en cercle, en tribu, en guilde, en escouade autonome et interdépendante. C'est ce qu'on appelle dans certaines églises la sociocratie, l'holacratie, des choses pareilles. C'est des modes de fonctionnement où on n'a plus que le manager, mais un second lien qui vont représenter l'équipe à un autre niveau. Ce sont des rôles délégués plutôt que mis tous sur les épaules de la même personne. Ce sont des processus de prise de décision transparents qui ne sont pas du consensus mou, ni de la décision autoritaire. Ce sont des élections sans candidat, c'est-à-dire que les personnes ne se portent plus volontaires, mais elles sont choisies par leur pairs pour assumer des rôles. Ce sont des processus de prise d'avis quand on est en charge d'une activité et qu'on impacte d'autres pour pouvoir avancer. Ce sont désormais des réunions où quand on vient avec un point à l'ordre du jour, on vient avec une proposition même embryonnaire et non plus une patate chaude qu'on dépose au milieu de la table. Ce sont des processus de traitement de points, une vision partagée de la délégation. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de dire la délégation maintenant c'est je fais ce que je veux quand je veux où je veux, c'est de se mettre d'accord sur tiens, pour tel type de décision, comment faisons-nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous donne les instructions jusqu'à non, on est autonome et libre de décider là-dessus, on n'a même pas besoin d'en informer notre hiérarchie. Et ce jeu de cartes, qui est un jeu de poker, on le fait avec les équipes pour décider quel est le niveau de délégation sur lequel on a envie de se mettre d'accord pour telle et telle tâche. Et parfois, dans certains jeux de poker, on a certaines personnes qui sortent la carte 1 et d'autres qui sortent la carte 7. Et donc là, c'est peut-être intéressant d'avoir une conversation, parce que ça veut dire qu'on ne voit pas du tout de la même manière le travail qu'on doit faire ensemble et la manière dont il doit être piloté. Et donc l'exemple de Spotify, c'est ce fameux, cette boîte qui met la musique en ligne, en streaming. Donc c'est une boîte qui a un succès énorme, a mis en place ce qu'on appelle des tribus, des chapitres et des guildes autonomes pour pouvoir piloter l'entreprise. Donc il n'y a pas des managers, directeurs, etc. Et il y a toute une série de structures organisationnelles autonomes et interdépendantes qui ont décidé de leur mode de fonctionnement et qui fonctionnent selon les différents principes que vous avez vus. Et donc les changements de posture vont être nécessaires. Si on a un alignement bas et une autonomie basse, les gens ont un mouvement brownien, ils font ce qu'elles veulent, mais il n'y a rien grand-chose qui sort. Si on a une faible autonomie, un alignement élevé, il y a quelqu'un qui va dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Si on a une autonomie élevée mais pas d'alignement,
le gars-là, il espère qu'il y a quelqu'un qui travaille sur le problème, tandis que là en haut, l'alignement, c'est-à-dire avoir une vision partagée vers où on veut aller, et une autonomie élevée, c'est de dire, voilà, on est bien d'accord qu'il y a ça à faire, maintenant, c'est dans votre sphère de responsabilité, le comment, c'est à vous de jouer, vous êtes les plus à même à faire ça. Et c'est ce changement de paradigme-là qu'il va falloir mettre en place dans les entreprises pour pouvoir justement faire en sorte qu'elles puissent développer ces solutions rapidement. Sinon, on reste dans le mode de gestion de projet classique. Et donc la solution durable, on va la tuer parce que dans 2 ans, il n'y a toujours rien qui est sorti. Et c'est souvent ça qui se passe. Et comme on a toujours quelques... Et ça, il faut vraiment que je vous trouve ça. Voilà. Comme on a toujours, dans la courbe d'adoption du changement, quelques retardataires réfractaires qui sont hautement influents dans une organisation, si on adopte les modes de fonctionnement actuels de développement de solutions, on en aura toujours un qui sortira pour dire, je vous l'avais bien dit, après 2 ans, il n'y a toujours rien qui a été fait, c'était foireux ce machin-là. Donc il va falloir vraiment envisager d'autres modes de fonctionnement, et c'est vraiment là-dedans qu'on doit, à la fois à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'opérateur, que ce soit au niveau du manager middle, que ce soit même au niveau des dirigeants, c'est d'envisager ces modes de fonctionnement différents et de leur faire expérimenter ces modes de fonctionnement qui peuvent vraiment faire évoluer leur entreprise dans le bon sens. J'arrête là, il y avait encore plein de choses à dire. De toute manière, si vous me donniez le crachoir, j'en aurais encore pour plein de choses. Mais l'idée, c'est d'arrêter, c'est de vous laisser peut-être poser les questions, les choses qui restent nébuleuses parce que j'étais trop vite, sans doute, ou peut-être des choses où vous dites, ok, c'est bien gentil, Philippe, ce que tu lui dis là, mais moi, je reste sceptique par rapport à ça. Ou alors, peut-être plus des questions d'approfondissement par rapport à certains points qui ont été abordés. Mais donc, retenez les enjeux du développement durable. Il y a en tout cas plus d'une 50aine d'opportunités de modèles économiques divers et variés que peuvent saisir les acteurs pour pouvoir avancer, mais ça va demander des changements dans les modes de fonctionnement à l'intérieur des entreprises et donc des changements de posture au niveau des différents acteurs, des êtres humains qui font partie de ces organisations. Voilà, un tout grand merci, Monsieur Drouillon. Et donc, la parole à quelques questions. Je me suis engagée à terminer à 12h30, donc on a 5 minutes pour les questions. Voilà, en fait, quand on parle durable, à chaque fois, on a toujours ce discours entreprise, énergie, environnement. Et donc, même ici, dans l'exposé, on en parle beaucoup. Moi aussi, je voulais un peu porter l'attention aussi sur simplement l'individu, quoi. Je pense que, voilà, s'il fallait représenter la durabilité comme une somme, par exemple 10 millions d'euros, je pense que pour arriver à cette somme, si vous avez 10 mécènes qui donnent 1 million d'euros, voilà, vous avez atteint l'objectif de durabilité. Je pense qu'il serait préférable que, justement, pour arriver à cette somme, ce soit 10 millions de personnes qui donnent 1 euro. Et je pense qu'il faudrait aussi sensibiliser les gens à se dire tous les jours, dans leur quotidien, moi, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour le durable, pour l'avenir, et que chacun se pose la question, justement, en tant qu'individu. Ça, je pense que ça apporterait peut-être une solution plus globale à ce moment-là, la durabilité. Merci, je ne sais pas si... Non. Un autre commentaire ou question? Vous avez faim? Merci. Dans votre expérience, quelle est il y a le bâton et il y a la carotte qui poussent les gens. Quelle est peut-être la carotte, quel est le récit ou la mythologie qui vous a paru la plus efficiente pour faire changer les comportements? Alors, il n'y a pas un récit ni une mythologie. Il y a autant de mythologies, de récits qu'il y a d'acteurs auxquels on s'adresse. Alors là, je n'ai pas abordé ce point-là. Maintenant, il va falloir être pragmatique et opportuniste. Tout le monde ne s'engage pas dans une aventure de solution durable parce que c'est durable. Les motivations intrinsèques des individus sont très différentes. Certains, ça va être le sens. Et donc, le fait de dire durable, ça va être j'y vais. Ça, je vais vous montrer le slide. Je ne devais pas, mais je vais le faire quand même. D'autres, ça va être la reconnaissance. D'autres, ça va être apprendre quelque chose de nouveau. D'autres, ça va être libre dans ce que je vais faire.
D'autres, ça va être mon statut. D'autres, ça va être le sens, comme je l'ai dit. D'autres, ça va être la maîtrise, donc de pouvoir encore renforcer mes compétences. Donc, je veux dire, l'histoire qu'on doit raconter aux personnes. Et ça, c'est indépendamment de la solution durable ou pas. Mais si on veut vraiment que la solution durable soit appropriée par les personnes, il va falloir dire, mais d'abord, qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand le matin vous vous levez et que vous dites, moi j'ai la banane pour aller bosser, c'est quoi quel est le moteur? Est-ce que c'est le sens? Est-ce que c'est le pouvoir m'éclater dans mon boulot, avoir des potes, pouvoir être sécurisé au niveau de la structure dans laquelle j'ai envie de m'épanouir? C'est ça qu'il va falloir aller chercher. Et donc l'histoire, elle n'est pas nécessairement autour de la durabilité. Et quand on parle des personnes qui mettent 1 euro et qui sont 10 millions, ben peut-être que les 10 millions, ils n'ont pas 10 millions, il n'y a pas 10 millions de raisons différentes de mettre 1 euro, mais chacun va avoir des raisons différentes pour le mettre. Et je pense que c'est une erreur de continuer à se dire, mais bordel de merde, pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas encore compris que c'était important de sauver la planète? Parce que ça, c'est avoir quand même un regard assez méprisant par rapport aux personnes qui n'ont pas encore compris. Mais peut-être qu'il y a d'autres moteurs qui peuvent les motiver. Parfois, il y a des personnes qui se mobilisent pour des projets en fonction de la durabilité parce qu'ils se retrouvent avec des personnes avec qui elles aiment bien être. Ou parce qu'elles peuvent développer leur talent d'informaticien qu'elles ne peuvent pas développer ailleurs. Donc, il y a plein de mythologies différentes. Alors, il y a la belle histoire, effectivement, qui va donner du sens, mais seulement pour un segment de la population. Mais pour les autres, il va falloir aller les chercher autrement. Et je pense que pour les solutions durables pour les entreprises, c'est la même chose. On ne va pas simplement pouvoir vendre une solution durable parce qu'elle est bénéfique pour l'environnement. Ça marche pour ceux qui sont sensibles à ça. Mais pour d'autres, ça va être, ça va vous permettre de vous libérer dans le travail que vous allez faire. Ah oui, bien. La manière dont on présente la solution, et c'est toute l'empathie qu'on doit avoir par rapport aux personnes auxquelles on s'adresse, soit au niveau des 10 leviers ou 10 moteurs de motivation intrinsèques qui peuvent amener les personnes à changer, mais aussi par rapport aux clients et aux usagers. Mais en fait, c'est quoi votre problème aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous utiliseriez ma solution? Moi, tu sais, quelque part, que ça émette moins de CO2, c'est pas ça. Mais moi, je mets 1 heure pour aller de là à là. Maintenant, si tu me dis que je le fais en 10 minutes, je prends ton truc, qu'il soit électrique ou pas. Donc, si en plus il est électrique, ouais, ok, ça c'était ma motivation secondaire. Mais moi, mon problème principal, c'est que 1 heure, avec déposer les enfants, arriver au boulot, je suis en état de stress. Si tu me dis qu'en 10 minutes je peux le faire, je prends ta solution. Donc, voilà, moi, les groupes que j'accompagne, je suis assez pragmatique. Je garde derrière la tête que la solution durable, c'est ça que je veux. Mais je ne vais pas leur dire, prends parce que c'est durable. Si je sens qu'au départ, ce n'est pas ça leur premier enjeu. Si leur premier enjeu, c'est, je ne sais pas, il va falloir... on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête parce qu'on prend trop de risques par rapport à telle et telle chose. Écoute, tu sais quoi, la solution avec laquelle je viens, à mon avis, elle peut résoudre ton problème de risque. Coup de bol, en plus, elle est durable. Voilà. Mais dans d'autres cas, ce sera la durabilité qui parlera. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces éléments-là, parce que au-delà des 50 archétypes que j'aimerais voir déployés partout dans la société, la manière dont ils vont être adoptés, il va falloir être très empathique avec les différents acteurs pour qu'ils puissent se dire « Ok, tu apportes une réponse à mon problème. » Parce que, allez, on doit quand même jouer avec une certaine dose d'égoïsme et d'opportunisme de la part des acteurs. Il y a beaucoup plus d'opportunistes et d'égoïstes que d'altruistes, en tout cas aujourd'hui, ou d'acteurs qui sont volontairement durables parce qu'ils sont conscients que c'est que par là qu'on doit... Je vais devoir clôturer là, mais on a en effet un lunch pour pouvoir continuer à vous poser des questions éventuellement. Un tout grand merci, Monsieur Drouillon, parce qu'à la fois, on peut vous réapplaudir. Je vois que